Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Derrière les murs de cette prison à Bucarest, Mohamed Amra vient de passer son 2e jour en détention. Arrête-toi, discute. Individu en fuite. Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais rien. Après 9 mois de cavale, l'ex-fugitif le plus recherché de France a été présenté à un juge. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne ne me donne les moyens de travailler? Il a d'abord été aidé par une autre personne, un homme d'origine albanaise. Faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet le premier veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Autour de Mohamed Amra existait le déploiement d'une organisation criminelle déterminée. Fernando D. Il est interpellé le 24 février dernier dans cette villa de luxe en Espagne. Tu crois que tu sais tout, mais tu sais rien. On a failli crever là-bas. Le narcotrafic est derrière les attaques contre les prisons. C'est une grande question en tout cas et on aimerait bien avoir cette réponse. Un mystérieux groupuscule de le DDPF a revendiqué ses raids officiellement pour défendre les droits des détenus. Il aiguillerait en réalité vers une piste liée au narcotrafic. Alors parlons vrai. Faut-il taper du poing sur la table avec les narco-États? Et à cette question, peut-on gagner la guerre contre le narcotrafic sans une coopération internationale? Vous dites désormais non à 71%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sylvain André est avec nous, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance pour le Bas-Rhin, le département frontalier donc confronté à cette problématique. Bonsoir Sylvain André, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. De la même manière que le narcotrafic met en œuvre des réseaux internationaux, il est évident que la lutte contre le narcotrafic impose une coopération internationale. Donc sur ce plan-là, la question de Sud Radio appelle une réponse immédiate. Deuxième élément, je continue, peut-être le seul aujourd'hui, enfin très immodestement, à penser que peut-être que la piste du narcotrafic, avec la structure collective qu'elle impose, l'idéologie qui est derrière, n'est peut-être pas forcément celle qui domine dans l'interprétation de ces actes de violence, même si on a arrêté un homme, un libéré conditionnel, qui, à 30 ans, probablement rentre dans la catégorie de ceux qui s'en prennent à l'institution judiciaire et pénitentiaire. Mais c'est évident qu'il faut une coopération internationale. Anne Zoyer. Alors, il y a déjà une coopération internationale, mais qui est très compliquée, surtout au niveau européen, parce que c'est très lent. Parce qu'en fait, comme vous le savez, les trains de mesure au niveau européen sont excessivement pénibles, parce que il y a des procédures administratives très lourdes, et donc elles s'appuient principalement sur des histoires de sanctions, alors qu'il faudrait effectivement agir, et peut-être agir en sous-main. Il y a des États avec lesquels on pourrait aussi mener des négociations, c'est la Chine et puis l'Amérique du Sud, puisque ce sont les 2 pays principaux d'où proviennent les produits, je dirais, dont on parle. Mais c'est compliqué. Et puis, il y a aussi un autre pays avec lequel, mais c'est encore plus compliqué pour des raisons géostratégiques, c'est Dubaï, puisque à Dubaï, vous avez Oui, bien sûr. L'émirat de Dubaï, qui est désigné comme, je dirais, aujourd'hui, le centre du narcotrafic mondial. Et ça devient plus compliqué parce qu'on sait tous qu'il y a des couvertures qui existent dans ce pays pour pouvoir couvrir les agissements des narcotrafiquants. Voilà. Donc c'est compliqué. Farid Temsamani. La coopération, comme ça a été dit, en fait, elle existe déjà. Je vais prendre un cas très concret. Souvenez-vous, lors des attentats de 2015, lorsque les terroristes étaient cachés, on a réussi à les découvrir, notamment à Saint-Denis, parce que grâce à la coopération d'abord du narcotrafic, qui nous a amené à des terroristes, notamment avec le Royaume du Maroc, pour parler très clairement. La coopération, elle existe. J'ai juste l'impression que nous sommes complètement dépassés, que nous ne mesurons pas ce que véritablement est le narcotrafic dans un pays comme la France. On pensait jusqu'à il n'y a pas très longtemps que le narcotrafic, ça concernait quelques quartiers populaires, certaines banlieues. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'aujourd'hui veut dire le narcotrafic. Le narcotrafic, pour ceux qui ont la chance de connaître cette magnifique île, par exemple, de la Martinique, toutes les nuits, c'est pas de temps en temps, c'est toutes les nuits, vous avez des bateaux qui larguent de la cocaïne en provenance
de l'île en face, notamment ne serait-ce que Sainte-Lucie. Les autorités aussi éveillées qu'elles peuvent être, en fait, sont complètement débordées. Sur la métropole, et c'est là qu'il faut faire très attention. On parle de Dubaï à juste titre, parce que le blanchiment d'argent se fait notamment à Dubaï, mais on n'a pas besoin d'aller à Dubaï, hein. On a un pays qui est fondateur de l'Union européenne, qui est frontalier avec la France, pour pas le citer, qui justement est une plaque tournante justement du blanchiment d'argent. Mais ce qu'on... Vous voulez parler du Luxembourg. Exactement. Là où on s'aperçoit qu'en fait on l'est complètement dépassé, c'est que jusqu'à présent, on avait quoi? Essentiellement de la restauration qui faisait du blanchiment, etc. Aujourd'hui, on avait jusqu'à dans les années 90, jusqu'aux années 2000, même des campagnes politiques qui étaient financées par les petits caïds de certains quartiers. Ça existait. Aujourd'hui, nous sommes complètement dépassés. Aujourd'hui, vous avez des institutions qui sont gangrénées. Oui. Vous avez des entreprises qui sont financées. Et notamment, je veux pas caricaturer, mais notamment dans la nouvelle technologie, où en fait, on a passé un stade et on se rend pas compte. Ça s'appelle tout simplement la mafia. Pour revenir à l'action justement qui est menée contre les prisons, j'ai un doute comme Philippe Bilger. Pourquoi? Parce que le narcotrafic généralement n'aime pas trop la mauvaise communication, la mauvaise publicité. Souvenez-vous, pourquoi il n'y a pas d'attentat du côté de Marseille? Pourquoi? Parce que le principe des attentats ou le principe de ce type d'action vous amène par définition à amener de l'autorité très très fortement sur le moment, etc. Mais du côté de Marseille, en réalité, qui est gangréné comme pas possible par le narcotrafic, en réalité, vous avez un équilibre qui fait que surtout, il ne faut pas d'histoire, pas de bagarre. Et quand il y a malheureusement des crimes, parce qu'il y en a exactement, en fait, c'est très 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 vite balayé parce que le narcotrafic n'aime pas la mauvaise publicité, malheureusement ou heureusement. Et donc, j'ai bien peur que, je vais utiliser le terme de mafia, qu'on n'aime pas trop utiliser dans notre pays parce que ça nous renvoie toujours, notamment à l'Italie, à la Sicile, etc. À la mexicanisation. Exactement. Mais j'ai bien peur que nous sommes vraiment dans cet état. Sylvain André, vous êtes secrétaire départemental du syndicat de Police Alliance dans le Bas-Rhin, donc un département frontalier. Vous êtes d'accord avec ce qu'ont dit les vraies voix et que quelque part, on a peut-être déjà une Camorra ou une Dragheta en France, ou plusieurs, et qu'on ne le dit pas par peur de paniquer la population ou par politiquement correct? Effectivement, en France, le narcotrafic est bien présent. Il ne faut pas non plus se cacher. Il faut ouvrir les yeux. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une véritable menace sur notre territoire, hein, et qui appelle une réponse de la communauté internationale. Ça, on vous rejoint à 200%. Malheureusement, vous savez très bien comme moi que les tests juridiques dans les différents pays sont différents. Hein. Nous, en France, effectivement, on applique une politique forte. À l'heure d'aujourd'hui, avec la création de ce parquet national contre la criminalité organisée, qui va permettre effectivement de donner les moyens, parce que les moyens, c'est peut-être la priorité aussi. Alors d'aujourd'hui, la police judiciaire est en pleine souffrance. Hein. Vous l'avez bien vu par moi comme encore hier avec le mouvement de protestation de la BRI, qui est une unité qui lutte contre justement le narcotrafic, à qui on donne pas les moyens malheureusement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si on veut vraiment lutter contre le narcotrafic, malheureusement il va falloir s'y donner les moyens. Ensuite, au niveau coopération internationale, effectivement, elle est bien présente cette coopération. On a Europol, Interpol, hein, effectivement, et également des négociations avec les différents pays. Mais malheureusement, certains pays, vous savez très bien comme moi, eux, la mafia est bien présente et surtout la corruption également. Est-ce que vous craignez, en tout cas c'est mon angoisse à moi, si j'ose dire, les phénomènes de corruption au sein des groupes, des structures qui sont précisément chargées de lutter contre les narcotrafiquants? J'ai l'impression que aujourd'hui c'est un danger qui devient de plus en plus présent. Oui, tout à fait. La corruption, elle est bien présente aussi. Il ne faut pas se cacher non plus en disant qu'il n'y a pas de corruption au niveau de la coopération internationale. Il y a bien même en France certainement de la corruption. Ça c'est clair. Effectivement, elle est condamnée lorsqu'elle est prouvée, mais de la corruption il y en a. Je veux dire, quand vous voyez des tonnes et des tonnes de drogue qui passent par les différents ports et aéroports, voilà. Pour moi, il y a de la corruption. Mais il y a de la corruption qui est pas forcément voulue. Elle est imposée parfois. Alors elle est imposée par des systèmes de violence, d'intimidation et autres, on le voit très bien. Maintenant, quand vous avez certains personnels dans les ports qui ont des salaires vraiment minimum et qui subissent une pression avec évidemment des menaces sur leur famille, c'est humain, hein, on lâche. Hein. Farid Temsamani. Alors, sur la corruption, je pense que ce qui peut encore un peu sauver notre pays, c'est que les institutions, notamment judiciaires, ne sont pas à ce stade-là encore, contrairement malheureusement à d'autres pays.
pour l'instant. Mais ça a été parfaitement souligné, notamment les opérateurs privés. Le port du Havre, c'est à peu près 3 millions de conteneurs annuels. Le port du Havre, il est impossible de contrôler 3 millions de conteneurs. Et donc, vous avez forcément des sources de gens qui sont corrompus ou qui sont complices. Et c'est ce qui permet, malheureusement, à une partie de la drogue d'arriver sur le territoire. À la clé, au Havre. Et en il y a plus, un docker qui s'est fait descendre, avec le absolument. crime. Alors, un des moyens qui est proposé actuellement, alors je ne sais pas si ça sera mis en œuvre rapidement, c'est d'utiliser certains champions français et européens dans les nouvelles technologies justement, qui utilisent l'intelligence artificielle et le traitement des données de masse pour essayer justement de pouvoir contrôler, vérifier ces stocks, de pouvoir suppléer le manque, je dirais, de personnel aussi, et pouvoir arriver à exercer en tout cas une forme de contrôle qui soit peut-être plus pertinente. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une autre histoire. Alors, après, il y a beaucoup d'intelligence chez ces gens-là, donc ça va très très vite quand même. Non mais c'est complètement vrai parce que les narcotrafics utilisent également les moyens technologiques aujourd'hui. Bien sûr. Moi, et même avant nous. Et même bien avant nous. On parle, vous savez, les drones. Oui. On parle des drones aujourd'hui, notamment dans la guerre technologique, notamment sur le conflit ukrainien. Mais les narcotrafiquants, ils ont pas attendu justement pour utiliser des drones. Vous avez aujourd'hui des drones pour une région que je connais un peu, le détroit de Gibraltar, dont les drones en fait font la navette régulièrement. C'est à peu près un drone peut aujourd'hui, les meilleurs d'entre eux peuvent utiliser jusqu'à 200 kilos de charge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 200 kilos de drogue au prix. Ils n'ont pas attendu 2025, les narcotrafics. Là où je voulais, l'intervenant à juste titre, c'est une question de moyens en réalité. Bien sûr que la technologie va aider à pouvoir lutter contre le narcotrafic, mais je vous ai dit 3 millions de conteneurs annuels à contrôler. On sait pertinemment quelles sont les routes. Très bien que les Caraïbes et notamment l'Amérique du Sud, en fait, sont connus. Et en plus, ils en changent tout le temps. Donc la difficulté, c'est est-ce qu'on a les moyens derrière de vraiment lutter? Et ça, on en revient toujours à la même question. Lorsque vous avez un chauffeur-livreur qui péniblement va toucher 2000 € de salaire et qu'on arrive et qu'on lui dit en une action, je paye 10 ans de ton salaire, bah, malheureusement, pour certains, ça peut faire réfléchir. On part au 0826 300 300 avec Pierre de Toulouse. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Est-ce qu'on peut s'en sortir sans la coopération internationale? Je crois surtout que lorsqu'il y a des vendeurs, c'est parce qu'il y a des consommateurs et que dans un premier temps, on devrait peut-être aussi se pencher sur ce cas. Moi, je remarque quand même qu'en France, avant de parler de l'international, il y a beaucoup de terrains que l'on voit où il y a du cannabis qui a été planté et donc il y a une consommation franco-française. Et je crois que si on veut y mettre un terme, il faudrait qu'on fasse peut-être un contrôle salivaire tous les 5 ans de l'ensemble de la population française pour que justement on puisse mettre en garde la population en disant attention, vous fumez du cannabis, vous sniffez de la coke, ça va être peut-être à terme une rupture de contrat, ne serait-ce que pour les mutuelles, pour les assurances vie, et là, à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera. Mais je crois que tant qu'on aura des consommateurs, évidemment qu'il y aura toujours des vendeurs, et vous pourrez mettre n'importe quel moyen, je pense que le problème ne se réglera pas comme ça. Mais la question de s'attaquer aux consommateurs, Philippe, elle a été évoquée plein de fois, en augmentant le prix de l'amende, voilà, mais est-ce que c'est vraiment... En général, c'est vrai, la proposition de Pierre n'est pas du tout absurde. C'est une minorité qui propose ça, parce qu'on pense que c'est impossible, à un moment donné, de s'en prendre aux consommateurs, parce que, notamment, on a parfois une conception tristement romantique de l'usage de drogue, qui serait le moyen de remédier à des difficultés d'être. Quand on voit, comme vous l'avez très bien dit, Farid, derrière l'amas d'argent, on voit mal la métaphysique là-dedans. Sylvain, est-ce que pénaliser les clients, maintenant l'amende elle est à 135 €, je crois, mais il y a un taux de recouvrement qui est très faible, aux alentours de 30%, il me semble, vous allez me reprendre si j'ai dit une bêtise. Est-ce que ça peut être vraiment dissuasif ? Alors ce qu'on appelle c'est les amendes forfaitaires délictuelles, donc qui sont régulièrement établies lors de contrôles qu'on appelle les places nettes ou autres, ou les contrôles différents au quotidien par mes collègues sur le terrain. L'efficacité, vous savez, quand vous êtes consommateur et que vous en avez besoin de cette drogue-là, payer les 135 € d'amende, c'est pas un souci, il va les payer et il va aller rechercher sa cam. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une addiction, automatiquement, je pense que c'est plutôt à la santé de prendre en compte aussi ce problème.
c'est un vrai souci. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter, faut aller chercher, taper au portefeuille, mais directement sur le compte, parce que après. Je crois est-ce qu'on n'a pas fait des modifications dans ce domaine? Il me semble tout de même. Gérald Darmanin, on avait parlé à l'époque où il était ministre. Est-ce que ça a été mis en œuvre? On voulait augmenter l'amende forfaitaire, qui était à 135. Parce que c'est un moyen. Après, on a des politiques de dépénalisation de certains politiques qui parlent de ça en disant regardez ce qui se passe ailleurs. Mais ce qui se passe ailleurs pour les gens, en tout cas pour les pays qui ont légalisé le cannabis, c'est aussi une catastrophe. Il faut marcher arrière aujourd'hui. Oui, le pays le plus connu étant les Pays-Bas. Les Pays-Bas, aujourd'hui, quand on sait ce que le narcotrafic impose comme menace pour vraiment la souveraineté de ce pays-là, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ils essayent de faire feu de tout bois pour faire marche arrière. La difficulté, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'on est toujours en retard. C'est qu'on en est encore dans une, comme l'a dit Philippe, dans une culture un peu romantique du consommateur du cannabis. Mais là, ce qui arrive d'Amérique du Sud, ça n'est pas du cannabis. C'est vraiment de la cocaïne avec des effets désastreux sur une partie qui domine le marché. Exactement. Parce que le prix s'est effondré. Parce que le prix s'est effondré. Et donc, du coup, vous avez des consommateurs de plus en plus jeunes, des consommateurs de plus en plus réguliers, et ça a un impact sur le reste de la société d'une manière très violente, malheureusement. Justement, Sylvain André, quelle est la drogue qui pose le plus de problèmes aujourd'hui pour les services de police? On parle souvent des règlements de compte dus au cannabis, notamment à Marseille, parce que là, c'est la porte d'entrée du cannabis en France, mais pas que probablement. C'est le cannabis, c'est la cocaïne. On parle pratiquement plus de l'héroïne. Et puis après, il y a toutes les drogues de synthèse. Il y en a plein, oui. Ah oui, alors vous avez effectivement ce phénomène, le cannabis qui est connu pour étant la substance préférée des Français, on en a tous conscience, mais on a effectivement cette montée en force de la cocaïne. Comme vous avez dit, le prix a vraiment chuté. Il y a plus de 20 ans, c'était pratiquement 80 € le gramme. Lors d'aujourd'hui, vous arrivez à trouver même sur certaines places à 40 € le gramme, donc 50% en moins. Ça incite effectivement la consommation. C'est devenu, avant c'était la drogue du riche, maintenant on va dire que c'est devenu banal. Je veux dire, de trouver des pochons de cocaïne dans les poches de certains individus, ça devient un quotidien, quoi. Merci beaucoup en tout cas Sylvain André, secrétaire départemental du syndicat Police Alliance pour le Bas-Rhin. Pas mal d'appels au standard, malheureusement on n'a pas le temps de les prendre. Pierre, vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On fera une petite pause tranquille et de blagues, ça va nous faire du bien. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300, n'hésitez pas, on est là pour vous, en tout cas pour vous donner la parole jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai.